Pourquoi il y avait un manque de solidarité avec la résistance du peuple libyen contre les réactionnaires et contre l'intervention impérialiste? Il y avait un soutien, par exemple, chez nous, dans les pays, en Égypte, en Tunisie. Il y avait des manifestations contre l'OTAN en Libye, contre la présence de l'OTAN en Libye, parce qu'on savait très bien que la présence de l'OTAN en Libye, c'est pas pour le peuple libyen, mais c'est pour le pétrole. Et on connaît que lorsque les Américains vont dans une place, ils restent là-bas pour longtemps. Au niveau politique, dans le monde arabe, il y a énormément de forces politiques qui sont exprimées contre l'ingérence de l'OTAN dans les affaires libyennes. Ils ont condamné ça, mais ça, c'est vrai, ne s'est pas traduit dans des actions populaires, des masses, etc. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a aussi une confusion quelque part par rapport à ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe en Libye jusqu'à maintenant. Et là, il n'y a pas une unanimité de l'ensemble des Arabes par rapport à ce que, y compris parfois dans la même force. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de voir un peu plus clair par rapport à tous ces mouvements qui se passent, on voit en Libye? Comment pouvons-nous avoir accès à plus d'informations et une lecture plus claire d'événements comme ceux de la Libye? Qui souhaite répondre? Il y a trois choses qui me paraissent importantes. Ce sont les dynamiques historiques plus longues que simplement la séquence historique courte. Ce sont les jeux, encore une fois, en étudiant l'histoire, on s'aperçoit des enjeux, des présences, des grandes, des pouvoirs occidentaux, mais en même temps des multinationales. Je veux dire, c'est assez sidérant le rôle des compagnies multinationales dans l'ensemble du processus. C'est absolument fou. C'est entre Google qui donne les codes satellites aux Égyptiens, qui les refuse aux Syriens, et Vodafone qui dit aux Égyptiens qu'il faut rentrer. Si quand vous lisez ça, vous dites... Je veux dire, on a eu l'impression pendant 3 mois que Google alignait sa politique de transmission d'informations sur la politique américaine dans ce jeu qui était de win-win, gagnant-gagnant avec l'armée. Là, les États-Unis sont encore en contact avec l'armée égyptienne. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas aussi les enjeux de l'époque maintenant. Donc je pense qu'il faut diversifier ça, essayer de chercher les faits, et à partir de cela, on s'aperçoit que derrière la surprise, il y a des logiques. Et derrière les alliances improbables, il y a quand même des logiques de renouveau. Et ça me paraît être une nécessité intellectuelle aujourd'hui. Et je me permets de dire un mot. Je pense qu'on doit, à mon sens, c'est ma position politique, autant être contre l'intervention de l'OTAN et tout ce jeu qui a été effectivement une mainmise d'une répartition des tâches entre les Européens et les États-Unis pour la mainmise, et en même temps garder quand même lucidement une attitude critique par rapport au pouvoir de Kadhafi et de ce qu'il fut pour le pays. C'est-à-dire que ça n'est pas l'ennemi de mes ennemis qui est mon ami. Cet homme était un dictateur, c'était un tortionnaire, et il a joué un rôle intelligent. Il était très intelligent dans sa politique africaine, mais dans le plan intérieur et sur le plan de la gestion, c'est pas parce qu'on est contre les États-Unis qu'il faut soutenir n'importe quel de leurs ennemis. Je me dis qu'il y a peut-être tendance à, sinon gommer, à sous-estimer le facteur religieux au détriment ou au bénéfice de ces vrais problèmes. J'aimerais avoir ta réponse à ce sujet. Merci. Non, je suis d'accord. En fait, nous sommes d'accord sur le fond. Pour moi, c'est une question de priorité. Je ne minimise absolument pas les données religieuses et la question religieuse en tant que telle. Elle participe du débat. Ce que je suis en train de dire, c'est que la surdétermination de la polarisation entre d'un côté le camp des sécularistes ou des laïcs et le camp des islamistes fait qu'on en arrive à une justification pour les deux camps de leur seule opposition à l'autre. C'est-à-dire que la légitimité des laïcs, c'est de montrer qu'ils sont contre les religieux, et la légitimité des islamistes, c'est de montrer qu'ils sont contre les laïcs. Et on n'en sort pas. Ma question, elle est de dire, oui, la question religieuse est importante. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les évolutions, les critiques qu'il y a à l'intérieur des mouvements laïcs de gauche, par exemple, qui disent une chose qui me paraît très, très importante. Si on refuse la confusion entre religion et politique, que moi je refuse de la même façon, il n'en demeure pas moins qu'il faut tenir compte du fait que les aspirations populaires sont liées
a aussi une revendication ou une connexion à un patrimoine religieux. Il faut l'entendre, on ne disqualifiera pas le religieux. Olivier Roy a raison. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'on est arrivé à la fin de l'islam politique. Je pense qu'il y a une mutation de l'islam politique. Mais par contre, il dit et il ajoute, mais on n'en a pas fini avec l'islam. Il faut tenir compte. Et je vois des mouvements extrêmement intéressants. Non pas de l'élite sécularisée d'hier, mais des nouveaux jeunes qui comprennent qu'il faut tenir compte de ça, qu'on peut travailler pour la distinction du pouvoir religieux et de l'État, tout en travaillant avec d'autres forces politiques du terrain. Et ce que je vois de la même façon chez les plus jeunes, islamistes, c'est par exemple toute la tendance dans 7 pays aujourd'hui de parler non plus d'un État islamique, mais de parler, moi ça fait longtemps que j'ai dit je ne sais pas ce que c'est qu'un État islamique, mais par contre de parler d'un État civil, c'est-à-dire de reconsidérer toute la qualification de l'État. Mais tout cela, il faut en tenir compte. Donc je ne suis pas en train de disqualifier, je suis contre la polarisation du débat, mais mettre ce débat-là à sa place sans oublier tous les autres débats qui doivent nous unir par rapport aux perspectives d'avenir. C'est plutôt dans ce sens-là que je me situe au cœur de ce débat. I think the problem, we have to go to the field. If Tariq is saying we have to go to the real problem, what is the real problem in Egypt now, in the post-revolutionary? Look to the program of the political movements in Egypt, to the Muslim Brothers. They have no economic program, no. Their program is Islam is the solution, and something about women, something about, something like that. But there is no real, if we say that the real problem is the economic, the poverty, 50% of Egypt are poor, they don't deal with poverty. They don't deal with the economic. They always speak about Islam is the solution, and then sometimes, yes, we can be tolerant with women, and we can be tolerant with Christians. I agree with Tariq that the younger generations of the Muslim Brothers are secular. They were in the revolution in Egypt, in Cairo, and they were secular. And so the demand of a secular country now it's not polarization. It is the demand, because if we say that Egypt now is split between Islamic talking or program and secular, this is not correct. No. Now we have thousands of younger Muslim brothers who left their party. They disagreed with the leadership and they started to have their own party, and they are secular. They are not religious. And I agree totally with you. If we say real problem is economic only, and we ignore religion affects me. If you say, no, we shouldn't change the constitution, we have to change it. Because in the law, in the constitution, I am oppressed as a woman if the state is Islamic, because item number 2 in the constitution of Egypt say the religion of Egypt is Islam. And then in the family code, this is interpreted that my husband can marry 4 wives. So how can I agree with that? So we cannot separate the political from the social and from the economic, because it affects half the society, women. So I agree totally that we cannot speak about economic alone or politics alone without the social dimension of the revolution. And also the cultural, the value system is very important to have a real revolution. Et donc voilà, ma question c'est par rapport à cet élément-là. Dans le monde arabe, il y a aussi des organisations syndicales qui travaillent, qui militent. Et voilà, comment pensez-vous que ces organisations, quel rôle ont ces organisations dans le processus? Alors, juste une chose, vous avez relevé 3 points, je vais vite répondre aux 3. Le premier, c'est la polarisation qui nous est imposée et qui ne vient pas de l'intérieur. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans l'analyse que je fais, je suis allé regarder un tout petit peu ce qui est en train de se passer ou en Tunisie ou en Égypte, jusque d'ailleurs dans d'autres pays majoritairement musulmans et arabes. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas forcément imposé de l'extérieur, c'est interne.
Le problème, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire, le discours islamiste aujourd'hui est un discours économiquement pauvre, politiquement tendancieux. Un discours de légitimation par le religieux beaucoup plus qu'une vision politique. Et ça vient de l'intérieur. Chez les laïcs, la même chose. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui s'oppose aux religieux, mais qui, sur le plan économique, social, est soit coupé du peuple, soit n'apporte pas de vision réelle. C'est souvent ceci, ou ceux qui l'apportent sont souvent minoritaires. Maintenant, le deuxième point qui a été soulevé, c'est que ce qu'on ne peut pas ne pas admettre, qui a été la force des mouvements, c'est qu'au départ, il n'y a pas de leadership. C'est-à-dire ce sont des mouvements de masse sans leader. C'est sa force au départ, ça va devenir sa faiblesse. Parce que sans leadership, effectivement, il y a un problème. Et là où vous avez raison, c'est que les mouvements ouvriers ou les mouvements qui ont participé par le boycott, qui ont payé par leur vie aussi, parce que certains sont morts, et dont le premier qui meurt, Mohamed Bouazizi, quand il meurt, il est en train d'envoyer un message économique, vous ne respectez pas ma dignité, vous ne respectez pas mon être, et il se tue pour une question de dignité sociale et économique. Et ça va déclencher chez beaucoup d'organisations, beaucoup de syndicats, l'accompagnement du mouvement. Pas son leadership, mais son accompagnement. Et c'est de ça dont il faut aussi parler. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir ces forces sociales et économiques qui posent une vraie question. La jeunesse, elle pose une autre question. Au-delà des réseaux sociaux, c'est de cela dont il faudrait parler. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec vous, sauf que je ne pense pas que c'était des mouvements qui étaient des mouvements de leaders sur le plan du terrain. Ils les ont accompagnés. Parfois, ils ont été disqualifiés. Et aujourd'hui, dans la phase post-soulèvement, on est obligé de faire un constat critique que dans les deux camps de la polarisation, ils tombent dans un piège idéologique, c'est-à-dire de confronter des visions de l'État sans venir mettre cette vision de l'État au nom d'un projet social, politique, économique, voire culturel d'avenir, même dans la position vis-à-vis de l'Occident. Mais c'est sidérant ce qu'on entend dans le monde arabe aujourd'hui sur l'Occident. C'est soit on est avec les Américains, soit on n'est pas avec eux. Mais vraiment quelque chose, on a l'impression qu'on n'est pas sorti des années 60. Sur le plan idéologique, je veux dire. Et là, c'est un vrai piège. Merci à vous tous. Je voudrais remercier en votre nom à tous chacun de nos 4 invités qui sont venus parfois de loin, qui ont pris sur leur temps et qui nous ont apporté, je pense, un éclairage extrêmement riche, extrêmement varié, parfois contradictoire, mais c'est ça le débat démocratique, et qui, je pense, nous auront aidé à mieux comprendre la solidarité avec nos amis arabes. Merci à vous.